Hello! Alors comme tout développeur qui se respecte, j'ai récemment commencé à développer mon propre SaaS. Évidemment, j'ai commencé par chercher la stack idéale pour créer efficacement mon projet. Et vous savez quoi? J'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait. Je vous décris ça dans la vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par décrire certaines contraintes et caractéristiques propres à justement ce type de side projects que beaucoup ont. Alors je souhaite à minima créer les fonctionnalités suivantes. Proposer une API type REST assez classique, un système d'authentification pour que les utilisateurs puissent se loguer à mon application et utiliser un SDK ou un portail, une base de données évidemment pour stocker toutes les données, un portail pour que les utilisateurs puissent accéder au SaaS en question et puis avoir une UI dédiée pour interagir et effectuer différentes actions, un site web plus classique pour poser une landing page et de la documentation technique par exemple. Et enfin, un panneau d'administration qui, pour le coup, sera plus pour moi, pour manager, monitorer l'ensemble du SaaS de mon côté en privé. Et donc pour toutes ces fonctionnalités, il est aussi important de rappeler que ça sera un side project. J'ai donc un temps vraiment très limité pour réaliser toutes ces fonctionnalités et aussi manager et maintenir tout ça. On peut imaginer qu'il y aura assez peu d'utilisateurs au départ, mais que j'aimerais bien que ça puisse scaler quand même à un certain point, donc de pouvoir réutiliser certaines parties de ce que j'ai mis en place pour le prototype, le MVP, et pouvoir réutiliser tout ça pour passer à la vitesse supérieure. Aussi, je ne suis pas développeur web, donc j'ai pas envie de perdre du temps à monter en compétence sur les meilleures technologies dans le web. J'ai juste envie d'avoir quelque chose d'efficace, qui reste de bonne qualité, mais du point de vue de quelqu'un qui fait ça en tant que hobby sur son temps libre. Et donc dans la même optique, j'ai aussi besoin de quelque chose de très simple à déployer. J'ai pas envie de maintenir des pipelines pour déployer mon SaaS. J'ai envie que tout ça se fasse très simplement, de manière automatisée tout de même, mais très simplement. Et oui, donc je dois faire tout ça, toutes ces fonctionnalités, avec toutes ces contraintes, et le tout, surtout tout seul. Bon après, j'imagine que ça, c'est de toute façon des contraintes et des fonctionnalités que la plupart de ceux qui souhaitent développer des SaaS ont, à minima en tout cas. Donc j'imagine que ça vaut le coup de vous partager tout ça. Surtout que c'est pas évident aujourd'hui parce que si vous commencez à rechercher sur internet quelles sont les meilleures solutions pour développer un SaaS, vous tomberez vraiment sur le top du top ou les standards les plus courants. Évidemment, c'est du JavaScript, Next, React, Next, Vue, Svelte, SvelteKit, Gatsby, Atom, Solid, etc., etc. J'ai donc commencé par me pencher sur ces solutions pour voir si tout de même ça serait à ma portée et si ça demandait un investissement mineur et si ça restait efficace en soi. Mais je me suis assez vite rendu compte que c'était vraiment bien trop complexe pour moi, bien trop complet en fait. Bien sûr, on peut aller très loin, fine-tuner tout pour proposer la meilleure expérience à l'utilisateur, mais j'ai pas envie de perdre un temps fou à mettre en place des systèmes de build et créer différents systèmes qui doivent interagir entre eux, simplement pour le tester avec quelques utilisateurs au départ et le faire progresser tranquillement. En plus de ça, il faut noter que là, les frameworks que je viens d'évoquer, c'est uniquement pour la partie front-end. Et après, il faut aussi développer les APIs et faire toutes les autres fonctionnalités que j'évoquais précédemment. Et a-t-on vraiment besoin des mêmes technologies que les GAFAM pour développer un petit SaaS qui aura 10 utilisateurs ? Je pense pas. Heureusement, je ne suis pas le seul à avoir fait ce constat et il existe des solutions beaucoup plus simples qui vont permettre de développer la plupart de ces fonctionnalités de manière très très simple. La pierre angulaire, c'est Pocketbase. Pocketbase, c'est une solution minimaliste, clé en main pour créer un back-end. Elle embarque tout ce dont on a besoin. Un système d'authentification, une base de données temps réel basée sur SQLite et un stockage de fichiers. Le tout sous la forme d'un seul exécutable. Très simple à gérer. Et en plus de tous ces services, il propose une interface d'admin qui est vraiment super claire. Allez, je vous montre à quel point c'est simple de mettre ça en place. Ok, donc là, on va se rendre sur le site de Pocketbase. Et donc là, vous y retrouvez toute la documentation, les fonctionnalités, etc. Effectivement, la base de données temps réel, l'authentification, stockage de fichiers et le fait que ça soit extensible avec Go. Et nous, pour l'installation, on va se rendre dans la documentation. Et là, vous retrouvez directement les 3 exécutables pour les 3 plateformes principales, Linux, Windows et macOS. Bon, en l'occurrence, ici, je suis sur macOS, donc je vais télécharger le bon exécutable que je vais envoyer dans mon dossier. Hop, c'est bon, c'est téléchargé. Je l'extrais à cet emplacement.
Dedans, vous trouvez l'exécutable et puis le changelog et la licence. On va simplement conserver l'exécutable. On va supprimer le reste parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc là, pour le lancer, on voit ici sur le site qu'il faut lancer cette ligne de commande à partir de l'exécutable, donc serve. On va ouvrir notre terminal, mais avant ça, sur macOS, on va devoir donner les droits d'exécution au fichier. Et pour donner les droits d'exécution sur macOS, on voit ici, il y a une technique sur la documentation de Apple. Depuis le Finder, vous pouvez simplement faire clic droit sur le fichier avec un contrôle, Open, et Open. Tac. Et là, vous faites Allow, et c'est bon. Donc on va recommencer, maintenant c'est bon, il a les droits d'exécution, on va repasser sur notre terminal, et là si je fais Pocket Base serve, tac, c'est bon, notre instance de Pocket Base est lancée et on peut accéder à la fois à l'API et à l'interface d'administration. Donc sur localhost, par exemple, l'interface d'admin, donc là on voit qu'il nous demande d'indiquer à la première connexion notre compte d'administration principal. Je vais donner un email fictif, on s'en fiche de toute façon. Tac. Et donc voilà, on a accès à l'interface d'administration. Ici, vous avez accès à toutes les collections qui sont créées dans la base de données. Vous avez tous les logs avec toutes les requêtes qui ont été faites au serveur pour monitorer, c'est très très utile. Et différents paramètres pour ce qui est du serveur de mail, par exemple, pour envoyer des mails de confirmation pour les utilisateurs. Comment stocker vos fichiers, vous pouvez même le stocker sur un serveur AWS par exemple. Comment configurer les backups, exporter la configuration des collections si vous voulez la réimporter par la suite. Les services d'authentification que propose votre serveur, donc vous pouvez mettre de l'auth, Google par exemple, Microsoft. Et puis toutes les options relatives aux tokens d'authentification, etc., etc. Donc voilà, tout ça depuis cette interface. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer une première collection par exemple. On va créer une collection de posts comme il nous suggère. Tac. Et pour ajouter des champs, donc par exemple on va mettre un champ pour le titre du post. On va rajouter un deuxième qui sera un rich editor pour mettre le contenu. Donc content. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? On pourrait mettre un booléen par exemple pour dire si le post c'est un draft ou non. Et puis est-ce qu'on en a un autre qu'on pourrait indiquer par exemple donc vous avez déjà d'office un ID, une date de création et de modification, donc c'est pas la peine de rajouter ces champs. On pourrait par exemple rajouter un fichier qui serait notre image, notre miniature, thumbnail. Voilà. Là c'est bon, ensuite vous pouvez configurer tout ça, donc vous pouvez aller un peu plus loin, genre restreindre la taille d'un fichier par exemple, ou pour les booléens, indiquer si on peut si on peut mettre une valeur nulle. Ça dépend de chaque type, mais vous avez tout ça directement dans les propriétés ici. Vous pouvez aussi mettre des contraintes d'accès, on verra ça, c'est ici les API rules. Enfin, je ne sais pas si on rentrera vraiment dans le détail, mais grosso modo, ça permet de limiter l'accès à certaines ressources pour certains types d'utilisateurs, donc c'est très, très important. Voilà. Donc je vous montre juste simplement comment l'utiliser, mais après je vous invite à aller voir la documentation ou le tester par vous-même. Et si vous voulez créer des records directement depuis l'interface d'administration, vous pouvez le faire ici, et vous avez automatiquement un formulaire très simple, très clair, pour déjà commencer à remplir des données dans votre système et commencer à le tester pour de bon quoi. Par exemple, on va faire un post d'exemple. Hello, tac. On voit qu'on peut formater. On a un petit éditeur plutôt sympa. Très très bien. Et puis on peut indiquer si c'est un draft ou pas et uploader un fichier. Tac. Voilà, et vous pouvez faire ça pour créer des collections, insérer des données dans vos collections et gérer les logs de votre serveur. C'est très utile pour débugger aussi. Et si on revient au système de fichiers, on voit en fait que 2 dossiers ont été créés. Donc l'un c'est pour les migrations des bases de données, et l'autre, PBData, c'est celui qui contient toutes les données que vous avez insérées, donc la base de données SQLite en fait, ainsi que toutes les données annexes comme les logs par exemple. Tout ça, ça sera dans ce dossier PBData. On a déjà coché pas mal de cases avec ce simple outil. Et ce qui en fait le projet parfait, c'est qu'en plus, il a été développé et extensible avec le langage Go.
On va donc pouvoir définir nos propres endpoints et recompiler notre application sous la forme d'un simple exécutable et le déployer tout aussi simplement que le Pocket-Base d'origine. Et Go, c'est un langage que j'adore. Il est très intuitif, simple, performant et en plus très bien outillé. Il a été créé par Rob Pike et Ken Thompson pour Google, justement dans l'optique de rendre le code plus simple et moins ambigu. Il permet de développer des applications natives et est très utilisé pour développer des back-ends de nos jours. Pour résumer, je me sens vraiment beaucoup plus efficace avec Go que je ne le serais avec TypeScript ou JavaScript. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur Go un de ces jours, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Surtout à vous abonner à la chaîne. Comme preuve de la simplicité d'extension de Pocket-Base, je vais vous faire un petit exemple. On va utiliser Pocket-Base comme framework Go et puis on va implémenter un endpoint. Ok, donc plutôt que d'utiliser un binaire pré-buildé comme tout à l'heure, qu'on a téléchargé depuis la documentation de Pocket-Base, cette fois on va utiliser Pocket-Base en tant que module Go et puis on va reconstruire notre propre exécutable en créant un projet custom en Go de notre côté. Donc ici, la section en l'occurrence qui décrit comment réaliser tout ça, c'est use as. Moi, ici, toutes les étapes et des exemples de configuration. Et en bas ici, vous avez encore plein d'autres exemples plus précis sur comment réaliser certaines actions en Go avec le framework. Et nous, on va commencer par déjà configurer notre projet Go et essayer simplement de relancer notre projet comme si c'était de reconstruire ce binaire d'origine qui s'appelle Pocket-Base ici. On va commencer par le supprimer évidemment parce qu'on va recréer notre propre binaire. Enfin, on va commencer par initialiser notre projet en lançant la commande go-mode init avec le nom de notre projet. On va l'appeler SAS par exemple. C'est bon. Et puis on va rajouter une dépendance en faisant go-get à notre projet Pocket-Base sur GitHub. Tac. Et là, on va installer la dépendance directement. Donc là, il a rajouté aussi toutes les dépendances transitives. Donc, on va pouvoir ouvrir notre projet dans un éditeur, n'importe lequel, un IDE. Moi, je vais utiliser par exemple Nvim ici, tant que je suis dans le terminal. Première chose, c'est que, voilà, on a bien toujours nos données et donc là, si je vais voir par exemple GoMod, on voit qu'on a toutes les dépendances, la version de Go, etc. et le nom du package. Mais on va devoir créer notre point d'entrée, donc notre fichier Go qui va servir, qui va contenir la méthode principale de notre programme. Donc pour ça, on va créer ce fichier qu'on va appeler par exemple main.go. Tac. Donc là c'est bon, il est créé, on le voit ici. Hop. Donc là, c'est parti, on va pouvoir commencer à coder pour de vrai. Pour ça, on va déjà tout fichier Go doit déclarer un package. Donc, main, ça va être le point d'entrée standard en Go. Le package principal doit s'appeler main. Ensuite, on va créer notre fonction principale qui va également s'appeler main. Et là, on est prêt à commencer à implémenter notre serveur. Avec Pocket-Base, c'est très simple. On va commencer par créer une instance de Pocket-Base en utilisant le module, donc ici, que l'on a importé une dépendance. Et on va faire .new pour créer une nouvelle instance Pocket-Base. Voilà. Ensuite, il va falloir la démarrer. Donc pour ça, on va déjà stocker l'erreur si jamais il y a une erreur lors du et ensuite, on fait juste hop, start. Si l'erreur est différente de nil, on va pouvoir faire panique de l'erreur. Voilà. Donc là, on est prêt à relancer notre serveur, mais cette fois à partir de notre propre code. Pour ça, on va faire go run main.go. On va rajouter la commande serve comme tout à l'heure. Et là, normalement, il devrait compiler et lancer notre programme. Et voilà. Donc là, on revient avec ce qu'on avait tout à l'heure. Et donc, si je vais sur cette URL, on voit que comme tout à l'heure, j'ai accès à mes postes puisque le dossier pbdata est toujours présent. On est vraiment au même stade qu'avec le binaire préconstruit. Sauf que là, on va pouvoir le personnaliser. Donc ici, avant de lancer l'application, on va pouvoir insérer notre propre code, comme montré ici dans l'exemple. Pour ça, il suffit d'utiliser le callback onBeforeServe pour pouvoir rajouter des éléments avant que l'application ne se lance, sous cette forme-là. Donc là, par exemple, on a rajouté une route. Donc, vous avez tout un tas de choses qui sont inclus avec Pocket-Base, mais c'est basé sur des modules assez standards de Go. Donc
notamment le module de routing qui s'appelle Echo. Et donc vous allez pouvoir enregistrer des routes custom. Par exemple, vous utilisez une route /hello en get. Et lorsqu'on va faire ça, on va renvoyer hello world. Ensuite, on peut rajouter aussi des middlewares. Ça va pour chaque requête rajouter des comportements. Par exemple, vous pouvez indiquer que ça va refuser les utilisateurs qui ne sont pas authentifiés. Ou ici, par exemple, c'est un middleware plus générique qui va simplement loguer toutes les activités. Ce qui va être pratique parce qu'on va les avoir dans l'interface d'admin. Là, je sauvegarde ça. Si je reviens là, je vais killer mon serveur. Tac, tac. On va le relancer. Voilà. Donc là, si je vais là, plutôt que d'accéder à mon interface d'admin, je mets hello. Boum, j'ai ma réponse, hello world, parce que ici on envoyait une réponse sous forme de string qui s'appelle hello world avec un status code 200. Donc voilà, on a bien notre réponse ici. Et là, on a la liberté de faire le comportement que l'on veut à cet endroit-là. Et on peut faire des choses assez intéressantes. Par exemple, ici, on va pouvoir accéder à la base de données. Par exemple, si je veux récupérer un draft, le dernier draft, donc pour ça, on va déjà vouloir stocker le record en résultat, une erreur éventuelle, et tac, ici, pour ça, via l'app, vous avez accès à l'objet DAO qui, lui, possède tout un tas de méthodes pour accéder au record. Donc, nous, c'est le find first record by filter. Et donc, ça va être dans la collection posts, le filter, ça va être draft égale true. Et ici, là, il nous dit que erreur pas déclarée, donc if erreur, et il retourne erreur. Et donc là, maintenant, on a notre objet record ici, qu'on va pouvoir utiliser ici à la place de notre hello world. Par exemple, je vous montre un exemple simple, mais après vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces données. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le titre du draft. De la propriété title. Et voilà. Donc là, j'ai récupéré le dernier draft et je retourne le titre en réponse. Petite chose à noter, c'est qu'il faut bien vérifier que comme là, j'ai pas géré d'authentification, sinon il faudrait en plus rajouter un header d'authentification pour vérifier que la requête est bien authentifiée si votre collection est privée par défaut. Donc ce qu'il faut bien, c'est que là, par exemple, j'ai ouvert à tous cette collection pour qu'on n'ait pas à gérer ça et qu'on puisse tester directement dans le navigateur. Normalement, vous pouvez mettre des règles plus sécuritaires pour tout ça. Donc là, c'est bien relancé. Donc là, je vais pouvoir relancer. Ça devrait m'afficher le titre. Voilà, donc exemple, qui est en fait le titre de mon dernier draft ici, exemple. Donc voilà, avec ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer votre propre hiérarchie d'endpoints custom et faire vraiment ce que vous voulez grâce à ça. C'est donc bon pour toute la partie back-end et administration. On a tout ce qu'il faut pour développer tout cela pour notre SaaS. Alors évidemment, cette solution ne conviendra qu'un temps, parce que si vous avez des dizaines de milliers d'utilisateurs actifs en permanence sur votre site, c'est pas une solution viable. Notamment parce qu'on a tout qui est stocké dans une simple base de données SQLite, qui n'est pas adaptée, en tout cas pas scalable horizontalement. Mais cela dit, c'est très pratique pour mettre en place toute notre solution techniquement et mettre notre preuve de concept dans la main des utilisateurs, de nos early adopters. Et l'avantage d'utiliser Go et des technologies standards du back-end pour développer notre prototype, qu'on va effectivement pouvoir utiliser une bonne partie de ce que l'on a développé et simplement de changer la logique derrière pour utiliser des technologies plus solides dans le futur. Pour l'instant, on a uniquement parlé de back-end, mais comment on va développer le front-end maintenant ? Je vous propose une solution simplissime. On va simplement produire du HTML et l'envoyer directement à l'utilisateur depuis le serveur. Comme au bon vieux temps, finalement. Et je vous assure que ça suffit dans 95% des cas. L'avantage, c'est que c'est simple à mettre en place. On a déjà créé des endpoints pour notre API. On va utiliser exactement la même technique, mais on va renvoyer du HTML à la place.
Ok, donc vous avez compris le principe, on va faire un endpoint, mais plutôt que renvoyer du JSON, on va renvoyer du HTML en fait, qui va être interprété par le navigateur de l'utilisateur. On va faire un deuxième endpoint, mais on va reprendre exactement ce qui a été fait pour celui-ci. Donc on va copier notre premier endpoint d'API. Donc là, on va l'appeler par exemple draft. On va faire une deuxième route draft. On va utiliser à peu près le même comportement, simplement ici, plutôt qu'afficher du HTML, une string, pardon, on va renvoyer du HTML. Donc vous avez déjà une réponse préconfigurée avec le content type qui va bien, etc. Et donc ce qu'on va changer, c'est finalement ce qui va être là-dedans. Donc la réponse ici, on va mettre ici une variable qu'on va appeler content. Donc content, hop, et là, j'ai préparé un HTML d'exemple. Donc on va utiliser le formatage de string de Go, donc c'est sprintf. Tac. Et là, boum, on va mettre un HTML. On va insérer donc le titre de notre record. Et l'autre, je crois que je l'ai appelé content de mémoire. Donc là, vous voyez, en gros, j'ai créé une structure de site de page web très basique. J'ai juste mis le titre en H1. Et ici, on va voir le paragraphe en contenu, qui ne sera pas formaté, on ne va pas s'embêter non plus pour cet exemple. Vous voyez le principe. Et on renvoie notre string en contenu HTML. Hop, on sauvegarde et on va tester tout ça, ici en relançant le serveur, comme tout à l'heure. C'est bon. Donc là, plutôt que hello, donc hello doit toujours marcher. Et là, si on va sur draft, boum, on a bien notre page et en fait qui fonctionne très bien. Donc on a notre dernier draft accessible via cette route. Bon, par contre, voilà, avec cet exemple, on réalise que c'est pas viable de renvoyer du HTML sous forme de string dans le code comme ça. C'est pas maintenable, c'est illisible. Il nous faut une meilleure solution. Et heureusement, il y a un outil qui existe en Go pour ça, enfin de créer un code plus structuré, plus maintenable, plus efficace. Cet outil, c'est un module qui s'appelle Tuple. Tuple va en fait permettre de générer du Go à partir d'un mix entre du HTML et du Go. Un peu comme le PHP si on veut, mais en Go. Je vous montre tout ça pour que ça soit plus clair. Bon, donc on va essayer d'améliorer cette chaîne qui contient du HTML qui est assez moche et pas maintenable. Et voilà, on va essayer de remplacer ça par quelque chose de plus élégant. Et pour ça, donc, comme je le disais, on va utiliser Tuple, qui est un module pour Go qui va nous offrir un système de templating assez évolué. Un peu comme ce qui se fait en PHP depuis la nuit des temps. Mais en gros, vous allez pouvoir comme ça déclarer des fichiers de template qui vont mixer à la fois du Go traditionnel et des balises HTML. Et dedans, vous pouvez inclure des variables, du code, etc. et qui sera exécuté. Pour ça, vous avez tout un tas aussi de syntaxe spécifiques comme des boucles, etc. Je ne rentre pas dans le détail, vous pouvez aller voir la doc si vous voulez faire des templates plus évolués. Mais déjà, donc la base c'est cela. Donc on va déclarer un package, un tuple, et puis on va renvoyer du HTML. On va prendre cet exemple. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un fichier draft.tuple. Tac. Là c'est bon, on a notre nouveau fichier à gauche ici. Et donc là on va pouvoir venir coller ça. Simplement, on va l'appeler, notre template, on va l'appeler draft, par exemple. Et plutôt que on voit qu'on a l'autocomplétion, etc., ce qui est assez cool. Et on va venir plutôt récupérer donc, le code HTML qu'on avait tout à l'heure. Hop. Et donc là... Là, on a notre fichier HTML d'origine. Le P... Ah oui, bah du coup, j'avais fait une erreur. Donc là, on s'en rend bien compte ici. Donc là, j'avais pas fermé la balise. Donc il y avait une erreur dans mon HTML. Et là, grâce à ça, on voit tout de suite que c'est plus maintenable. On a l'IDE qui nous fait du linting, etc., etc. Chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on peut créer des composants. Par exemple, ici, plutôt que mettre mon titre en plein milieu, je pourrais très bien créer un composant qui s'appelle title avec un name, avec un content plutôt, sous forme de string.
Et là-dedans, là, je vais pouvoir mettre mon H1 par exemple, comme je l'ai fait en dessous, mais finalement, c'est plus maintenable. Et si on veut mettre des classes, etc., on va séparer comme ça, partitionner notre code pour le rendre aussi réutilisable si on veut utiliser ce titre à un autre endroit. Pour utiliser le template ici, on va faire @title title. Ici, on va renommer ça title. On va dire que pour afficher un draft, il faut deux choses. Il faut le contenu et il faut aussi le titre. Donc, tac, comme tout à l'heure. Je vais mettre ici. Hop. Et là, on va laisser... Bon, on pourrait créer aussi un composant pour le paragraphe, mais on va pas le faire, vous avez compris le principe. Et voilà, donc là j'ai un premier composant title qui est inséré et qui contient une balise H1, et j'ai mon contenu en dessous dans un paragraphe standard. Voilà, mon fichier de template est prêt. Comment je l'utilise maintenant dans mon fichier main? Pour ça, il va falloir compiler notre fichier. Donc pour ça, on va utiliser l'outil Temple, et on va faire generate, qui va compiler tous les fichiers. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça, en fait, à gauche, là, on voit, ça a créé un fichier Go à partir de notre fichier de template. Donc, c'est du code généré, donc c'est évidemment absolument ignoble. Mais, en fait, si on va là-dedans, on voit que, en fait, il crée les bouts de string, il fait le formatting lui-même, etc. Il va faire de la validation aussi sur les données. Donc ça nous évite de faire tout un tas de logique de formatage. Et voilà, donc très pratique. Et avec tous les bénéfices de l'autocomplétion, etc. Donc pour la maintenance du code, c'est génial. Maintenant, il nous reste à remplacer notre string de tout à l'heure par le contenu de notre template. Donc c'est ici, notre chaîne ici, elle est vide. Plutôt que cette chaîne content, on va voir le résultat de notre template. On va voir l'instancier et générer du contenu adéquat. Pour réaliser cela, je vous propose une petite méthode helper que j'ai créée, parce qu'en fait, Temple n'est pas forcément prévu pour fonctionner avec Echo, qui est le module de routing de Pocket-Base. Donc j'ai juste copié l'exemple avec le routeur par défaut de Go du repo de Temple, et je l'ai adapté pour que ça colle avec les types de Echo du routeur Echo. Ce qui fait que là, hop, j'ai ma méthode renderComponent qui va en fait directement être une route que je vais pouvoir utiliser. Return renderComponent. Notre composant, on va l'importer, c'est notre draft, on l'a appelé. On va juste l'instancier ici. Et on va lui passer donc le titre, comme on faisait tout à l'heure. Et on va faire la même chose pour le contenu. Ensuite, il a besoin... Donc, je l'ai fait de manière générique pour pouvoir le réutiliser si on le souhaite pour directement comme route. Mais bon, bref. Là, on va instancier la méthode et on va retourner du coup le bon HTML en résultat. On va lancer le serveur à nouveau. Et cette fois, on devrait avoir notre route qui utilise notre template plutôt que notre chaîne HTML. Voilà, donc si on va retester tout ça ici, on fait draft, ça fonctionne. Seule petite chose, il y a une sécurité au niveau de Temple pour éviter que les injections de code, donc là en fait il va rendre la chaîne HTML en brut, donc il faudrait traiter ça différemment. Ici par exemple, je vais mettre ça ici à la place autour de mon contenu. Si je reviens ici, dans mon Temple, on va fixer ça rapidement dans les brackets, et on a notre contenu brut HTML qui est inséré. Donc là, on va régénérer notre... Vous pouvez automatiser ça, évidemment. Là, je vous montre l'exemple vraiment brut. Tic, notre serveur, une bonne fois pour toutes. Et voilà, cette fois, notre HTML est rendu tel quel. Donc voilà, un exemple pour... donc comme ça, vous pouvez créer des structures avec des différents composants, des structures de site web très modulables et très réutilisables, assez simplement, et voilà, tout en réutilisant les mêmes technologies.
Bon, produire du HTML statique comme cela, ça fera l'affaire pour la landing page et la documentation technique. Mais si on veut proposer un peu plus d'interactivité, je vous propose d'utiliser encore un autre outil en plus, et qui est lui aussi très très simple. Il se nomme HTMX. C'est un framework qui fait beaucoup parler de lui en ce moment parce qu'il prétend rendre le développement front-end beaucoup plus simple. Et on va voir que c'est plutôt vrai en fait. HTMX, c'est juste une simple petite librairie JavaScript minimaliste qui va permettre par simple déclaration d'attributs dans votre HTML d'envoyer des requêtes et de récupérer un nouveau HTML pour remplacer des nœuds de votre arbre dans le DOM. Donc on va créer des comportements de mise à jour de notre page simplement par déclaration dans le HTML. Pas besoin de faire du code JavaScript en plus. Par exemple, on peut imaginer un bouton et quand on clique dessus, ça va faire une requête au serveur, récupérer un nouveau HTML et indiquer de remplacer un élément plus haut dans l'arbre. Rien de nouveau en soi, hein, c'est des technologies qui existent depuis bien longtemps, ça s'appelait Ajax. Il y a 15 ans, on le faisait déjà. C'est plus simple et plus minimaliste. D'ailleurs, HTMX est le successeur d'Intercooler qui existe lui aussi depuis très très longtemps. On va essayer de rajouter un peu d'interactivité à nos pages web. Donc pour ça, on va utiliser une librairie qui s'appelle HTMX. Donc vous avez toute la doc disponible à htmx.org. C'est relativement simple, vous allez voir. En fait, on va insérer une première balise script à l'origine de notre body. Et là, on va essayer on va faire un exemple très très simple pour que vraiment vous compreniez le principe. On va essayer de charger le dernier draft lorsque l'on clique sur un bouton plutôt que l'afficher directement. Juste pour vous donner un exemple très simple. Pour ça, on va créer un nouveau composant. Ici, on va l'appeler Temple Draft Content, par exemple. C'est lui finalement qui aura le contenu de tout à l'heure, donc le contenu et le titre. Et on va insérer ça. Donc là, on a créé un nouveau composant. Ici, plus haut, on n'aura plus besoin du coup de tout ce qui est là-dedans. Donc hop. Et comme ça, on est bon. Et donc là, on va rajouter un bouton qui va charger le draft content et le rajouter dans le DOM lorsque l'on va cliquer sur le bouton. Pour ça, on va reprendre le simple bouton qu'ils ont mis ici, en exemple. Ici, hop. Lorsqu'on va faire, on va l'appeler, show last draft. Et lorsqu'il est cliqué, on va charger le last draft. Donc ça, le last draft, ça va être une nouvelle route qu'on va créer au niveau de notre serveur et qui va renvoyer uniquement le HTML de notre draft content. Donc c'est assez simple. Ça va cliquer, ça va faire une requête à l'API. Et là, nous, on va retourner le draft content après cet appel. Première chose, c'est que je vais recompiler mes templates, comme tout à l'heure. Et là, donc dans notre main, on va rajouter cette route qui va s'appeler last underscore draft et qui va renvoyer notre composant, de la même manière que tout à l'heure finalement. Donc ici, si je reprends ça, on va recopier et on va l'appeler donc last draft. Donc là, plutôt que renvoyer le content, on va renvoyer le draft content, qui est notre nouveau composant. Et là, on va renvoyer juste draft, qui n'a plus de paramètres. Et d'ailleurs, on n'a même plus besoin de tout ça, parce qu'on n'a plus besoin des paramètres qui seront chargés après lorsqu'on cliquera sur le bouton. Donc draft va juste charger la page, on va appuyer sur le bouton, ça va faire une requête à last draft qui va récupérer juste le contenu HTML du contenu du draft et remplacer la balise HTML. Ça c'est HTMX qui fait tout ça tout seul, juste avec par déclaration. Ici c'est pas hxpost, vous pouvez mettre les méthodes que vous voulez, donc nous on va faire un get en fait. Voilà. Si je fais show last draft, on va recharger la page, si je fais show last draft, boum, ça affiche le contenu. Donc là on voit que ça fait une requête au serveur avec un 200 et que la réponse, en fait c'était uniquement le HTML. Bon, on voit qu'il y a un paragraphe en trop, mais bon bref, vous voyez le principe. Donc, très simple, et en fait avec ça, vous allez avoir beaucoup de flexibilité, vous allez pouvoir faire toutes les interactions possibles et imaginables. Par exemple, lors d'un like, vous allez pouvoir changer quelque chose en base de données et puis renvoyer le contenu à jour
sous forme d'HTML et remplacer uniquement l'élément du DOM qui est concerné. Donc voilà, je vous laisse creuser un peu si vous voulez aller plus loin. HTMX, il y a plein de choses, de petites méthodes complémentaires. Donc je vous laisse creuser, mais sur le principe, c'est ça en tout cas. Et grâce à ça, vous pouvez quasiment tout faire. Allez, dernier élément bonus qui peut servir à améliorer le style de vos pages, Tailwind CSS. Pour le coup, là, c'est un standard très populaire aujourd'hui. Et on comprend vite pourquoi. Simple ajout de quelques déclarations de classe à vos éléments, vous allez pouvoir modeler le visuel de votre page très rapidement. Et tout ça, c'est compatible avec Go et Temple. Donc, dernière brique bonus qui va vous simplifier la vie pour tout ce qui est CSS et comment formater visuellement vos pages HTML. On va utiliser une librairie qui s'appelle Tailwind CSS. Vous avez toute la doc sur le site. Ça demande un peu de s'habituer au naming des composants, etc. Mais une fois que vous connaissez 2-3 petites choses, c'est bon. C'est très simple. Mais bon, grosso modo, le principe, c'est que vous allez rajouter des classes sur tous vos éléments pour définir comment elles sont affichées. C'est assez simple. Donc pour ça, évidemment, il faut configurer votre IDE, ça dépend de ce que vous utilisez. Pour avoir l'autocomplétion, ça vous aidera grandement, mais on va essayer de juste rajouter un style à notre titre d'article, par exemple. On va prendre cette classe-là, ici, et on va la rajouter à notre composant ici. Hop. Donc là, c'est bon, on a notre Tailwind, donc il faut aussi rajouter, donc on va faire le Get Started. Vous pouvez le rajouter sous forme de CDN, c'est le plus simple pour commencer, mais après vous pouvez creuser, configurer la manière dont c'est buildé pour avoir une configuration minimale. Ça va, c'est relativement simple. On ne parle pas de configurer un Next.js. Vous avez un fichier de config et c'est réglé. Mais on va le faire depuis le CDN, ça va être beaucoup plus simple. Donc on va rajouter cette balise-là dans notre fichier HTML principal, donc ici, hop, comme ça. On va essayer de faire ça, on va rajouter ça, tac, on va régénérer, et on va relancer notre serveur pour voir si ça fonctionne. Et là, on va voir si ça a changé le style de notre titre. Voilà. Bon là, on s'en rend pas trop compte, mais c'est bien le bon style qui est utilisé. Voilà, on a les bonnes classes. Donc voilà, grâce à ça, vous pouvez aller beaucoup plus loin et faire des sites qui ont rapidement un peu de gueule en juste en utilisant des styles par défaut qui sont proposés par Tailwind. Avec cette collection d'outils basée sur Go, vous allez donc pouvoir avoir un unique projet à maintenir pour proposer l'ensemble des fonctionnalités attendues. L'API, l'interface d'administration, le site web statique, le portail. Et je peux évidemment vous recommander cette stack pour commencer et mettre en place votre MVP. Surtout si comme moi vous êtes un hobbyiste du web et que vous n'avez pas l'habitude de développer dans les technologies habituelles du front-end. Évidemment, je n'ai pas traité tout l'aspect hébergement. Il y aurait beaucoup à dire. Peut-être dans une prochaine vidéo, on verra. Et j'ai publié un starter pack un peu plus complet sur GitHub, je vous mets le lien dans la description. Ça va un peu plus loin et vous pouvez vous en servir d'inspiration pour lancer votre projet sur ces mêmes technologies. Allez, à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao.